Shalom à tous, au vu des événements actuels, il faut qu'on parle d'une chose, la terre d'Israël. Et parce que c'est un sujet long, on va faire ça en 2 vidéos. On va répondre ici à l'accusation selon laquelle Israël a volé des terres, et pour y répondre, on va commencer par les bases. Le mot juif vient du vieux français jie, qui lui-même vient du mot judéo, qui vient du mot judéen. On retrouve cette origine dans les autres langues, Juden en allemand, Yehudi en hébreu, Yahoud en arabe, Judío en espagnol. Tous renvoient au même mot, judéen. Et c'est quoi un judéen ? De la même façon que le français c'est celui qui est originaire de France, l'italien d'Italie et le portugais du Portugal, le judéen c'est celui qui est originaire de Judée. C'est-à-dire que le nom même du juif renvoie à son origine géographique, la Judée. Ce n'est pas pour rien que c'est uniquement à partir de la Révolution française que les juifs ont pu obtenir la citoyenneté française alors qu'ils étaient en France depuis des siècles. Ils étaient déjà d'une autre citoyenneté, ils étaient judéens. Les autres pays s'étaient d'ailleurs plaints à Napoléon puisqu'ils considéraient que les juifs étaient déjà d'une autre nation, de Judée. Ce n'est pas pour rien non plus que les catholiques ont dit pendant des siècles que les juifs étaient un peuple errant puisqu'ils n'étaient pas sur leur terre, en Judée. Cette origine judéenne des juifs se retrouve dans les textes religieux des différentes religions abrahamiques, incluant l'islam. Mais on la retrouve aussi dans les livres historiques. Pendant des siècles, les juifs ont rêvé de retourner sur leur terre, de ne plus être en exil, en diaspora. Et c'est véritablement il y a 200 ans que ça s'est fait. À partir du 19e siècle, les Juifs ont un projet, retourner en Judée. Ils décident alors d'acheter des terres en Palestine ottomane. Petit à petit, des parcelles sont achetées, principalement par un organisme qui s'occupe de récupérer des dons qui s'appelle le KKL, mais aussi par des philanthropes juifs comme Rothschild ou encore Moïse Montefiore qui par son achat a fondé le premier quartier juif à Jérusalem. Encore aujourd'hui, cette zone s'appelle le quartier Montefiore. Sur cette carte, vous pouvez voir les parcelles achetées en 1944. On sait d'ailleurs pourquoi ces parcelles ont été vendues aux juifs. Beaucoup de zones étaient remplies de malaria, et ainsi, les propriétaires ne voyaient pas de problème à vendre ces terres. Vous pouvez d'ailleurs remarquer que les zones atteintes par la malaria correspondent en tout point aux zones vendues par les propriétaires. D'ailleurs, on sait à partir des contrats qu'Israël possède encore que les propriétaires étaient syriens, c'est-à-dire que les Syriens louaient leurs terres aux locaux palestiniens, des terres qui étaient agricoles, mais n'étant pas rentables, le bail était rarement renouvelé. C'était donc avantageux pour les propriétaires syriens de vendre ces terres plutôt que de les louer. Toutes ces informations viennent de la commission Peel, qu'on parlera ensuite. C'est assez intéressant que les Palestiniens parlent de vol de terre, alors que non seulement elles ont été achetées, mais qu'elles n'appartenaient pas aux locaux de Palestine. Mais ceux qui vont le plus nous parler de ces achats de terres, c'est le gouvernement en place, c'est-à-dire les Britanniques. Lors de la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont combattu les Ottomans et ont gagné. Tout le territoire que les Ottomans avaient conquis, oui parce qu'à cette époque-là on utilisait le terme conquis et pas colonisé, a été aux Britanniques qui l'ont réparti en plusieurs pays. C'est ainsi qu'est né l'État du Liban, de la Syrie, de la Turquie, de l'Irak et des autres pays. Le territoire sous le Liban, appelé Palestine, fut gardé par les Britanniques en tant que mandat. Ce mandat est très intéressant, puisqu'il nous dit notamment dans son préambule, considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstituer de son foyer national en ce pays. Mais aussi son article 2. Le mandataire assumera la responsabilité d'instituer dans le pays un état de choses politiques, administratif et économique, de nature à assumer l'établissement du foyer national pour le peuple juif, comme il est prévu au préambule, et à assurer également le développement d'institutions de libre gouvernement, ainsi que la sauvegarde des droits civils et religieux de tous les habitants de la Palestine, à quelque race ou religion qu'il appartienne. En d'autres termes, un État juif avec la sauvegarde des droits des autres religions. Au cours de ce mandat, l'achat des terres par les Juifs va amener les Britanniques à faire une enquête sur cette terre, en envoyant Sir Hope Simpson. Une fois de retour en Angleterre, la commission Simpson va dire « Les Juifs ont payé des prix élevés pour la terre, et en plus, ils ont payé à certains des occupants de ces terres une somme d'argent considérable qu'ils n'étaient pas légalement tenus de payer. En fait, le résultat de l'achat de terres en Palestine par le Fonds National Juif, le KKL, a été que la terre est devenue extraterritoriale. Elle cesse de devenir une terre dont les Arabes peuvent tirer un quelconque avantage, maintenant ou à tout moment à l'avenir. Les Anglais avaient peur de 2 choses. La première était que les Juifs étaient prêts à acheter des terres très chères. Le marché de l'immobilier créait un fossé. Deuxièmement, les propriétaires juifs ne louaient plus leurs terres aux locaux arabes, mais aux juifs, ce qui créait un chômage qui n'existait pas avant. Plus tard, en 1937, une autre commission va être effectuée. C'est la commission Peel, qu'on a parlé juste avant. Là, c'est par contre des témoignages qui se retrouvent dans cette commission, notamment des Arabes qui confirment l'achat de ces terres. On peut y lire « La pénurie des terres est due moins à l'achat par les Juifs qu'à l'augmentation de la population arabe. La thèse selon laquelle les Arabes prétendent que les Juifs ont obtenu une trop grande proportion de bonnes terres ne peut être maintenue. Une grande partie de la terre portant maintenant des orangerais était des dunes ou des marécages, une terre de sable et inculte quand elle était achetée. » Les choses vont ensuite s'accélérer avec la Seconde Guerre mondiale, et c'est à ce moment-là que l'ONU entre en scène.
Avant la Seconde Guerre mondiale, une organisation équivalente à l'ONU existait. Elle s'appelait la Société des Nations. C'est au cours de l'existence de cette société qu'a signé, en 1922, un accord acceptant les termes du mandat britannique, permettant l'existence d'un État juif sur le mandat britannique. Après ce traité, les Anglais vont utiliser une clause du traité, l'article 25, pour retirer 77% du mandat pour le donner à une tribu alliée, celle des Hachémites, qui y fondera la Palestine arabe du nom de Jordanie. C'est ce qui s'appelle le mémorandum transjordanien. Oui, parce qu'au départ, la Palestine, qui devait revenir aux Juifs, c'est pas ça, c'était tout ça. C'est à cause de la commission Peel qu'on a parlé plus tôt que cette partition fut faite, alors qu'au départ, c'est la totalité du mandat britannique, incluant la Transjordanie, qui avait été promise aux Juifs. Le 29 novembre 1947, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe, avec 33 votants pour. Si vous remarquez, l'État d'Israël à sa création a une forme assez étrange. C'est précisément parce qu'elle a été créée sur les terres achetées légalement avant sa création. Israël n'a donc jamais volé de terre. Les Judéens originaires de Judée ont acheté ces terres, puis ensuite l'ONU, l'organisme mondial des nations, a créé un État sur un terrain appartenant aux Anglais, à un vote majoritaire. Tout a été fait dans la légalité. Il est impossible de remettre en cause l'existence d'Israël en tant que tel, et encore moins les territoires d'Israël à sa création. Pour les autres territoires qu'il possède actuellement, on verra ça dans la prochaine vidéo. Alors, les hitrotes,